Ça fait depuis un moment que sur l'Archevêque, on enchaîne les sujets sérieux et denses qui demandent beaucoup de recherche et de rigueur. On a parlé d'affaires sordides qui ont marqué l'industrie du cinéma, on a fait des rétrospectives complètes sur la vie de grandes personnes comme Akira Kurosawa ou Louis de Funès, même avec Picapa, récemment, on a fait une vidéo abordant en détail les problèmes qui détruisent les films français modernes. Et à force, c'est fatigant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo plus simple, moins prise de tête mais néanmoins tout aussi intéressante. Et quel meilleur sujet pour une vidéo plus légère que les Lost Media, ces œuvres dont l'existence est connue, parfois même documentée, mais qui sont aujourd'hui inaccessibles. Pas de copie, pas de streaming, rien. Seulement des témoignages, des photos et beaucoup de légendes urbaines. Et attention, on ne parle pas seulement d'obscurs films que très peu de personnes ont vus il y a 70 ans. Non, on retrouve souvent des grands noms comme Orson Welles, Alfred Hitchcock ou encore Georges Méliès. Et il y a des tonnes de raisons qui peuvent amener un film à disparaître. Le manque d'intérêt pour lui, la censure, la destruction par ses auteurs, mais la plus fréquente chez les très vieux films étant les incendies causés par la nitrate d'argent contenue dans les bobines. C'est notamment pour cette raison que La Passion de Jeanne d'Arc, un film très important du cinéma français dont je vous avais parlé il y a un moment, a disparu avant d'être retrouvé très longtemps après la mort de son réalisateur. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 Lost Media. J'ai organisé cette vidéo pour qu'elle soit croissante dans le mystère. C'est-à-dire que plus on va avancer dans la vidéo et plus on va rencontrer des films obscurs sur lesquels peu de choses sont sues. Mais aussi des films qui sont pour la plupart horribles. Bienvenue dans cette petite vidéo sur des pièces énigmatiques de l'histoire du cinéma. Des films autrefois célèbres que l'on ne reverra sans doute plus jamais. Et on va commencer avec La Reine des Césars de J. Gordon Edwards. La Reine des Césars, nom en VO, Cléopatra, réalisé en 1917 par J. Gordon Edwards. C'était l'un des films les plus chers, les plus sulfureux et les plus ambitieux de son époque. Une super production historique racontant la vie de Cléopâtre VII, la célèbre reine d'Égypte. Un film qui a choqué, séduit, fasciné des millions de personnes et qui a complètement disparu, victime d'un enchaînement de circonstances désastreuses. Sorti en octobre 1917 aux États-Unis, Cléopatra était une œuvre monumentale, une fresque en 6 actes d'une durée de plus de 2 heures. Comme beaucoup de films sur Cléopâtre, celui-ci se concentrait sur les relations de la reine d'Égypte avec Jules César et Marc-Antoine. Il mettait l'accent sur le pouvoir de séduction, la politique du charme et les manipulations amoureuses comme arme de domination. Cléopâtre y était une figure à la fois divine, sensuelle et impitoyable. Dès les premières scènes, on la découvrait dans son palais d'Alexandrie, vêtue de voiles transparents, servie par des esclaves et entourée de fauves. Elle convoitait le trône d'Égypte et voyait dans César, puis plus tard Marc-Antoine, des leviers politiques. On était sur une des plus grosses productions de l'époque. D'abord, pour ses décors. Tout fut construit en studio à Fort Lee, au New Jersey, avec une ambition hollywoodienne. Des temples égyptiens, des pyramides reconstituées, des statues colossales et des salles pleines de colonnes et de marbre. Le budget dépassait les 500 000 $, titanesque pour ce temps. À sa sortie, le film fit scandale pour son contenu plus que suggestif. Le public puritain du début du XXe siècle aux États-Unis n'a pas du tout apprécié de voir une femme fatale débarquer dans leur cinéma. Teda Bara, l'interprète de Cléopâtre, en plus de jouer le personnage que je vous ai précédemment décrit, y portait une 50aine de costumes, la plupart étant très osés. D'ailleurs, Teda Bara gagnera son surnom grâce à ce rôle de femme fatale et d'autres de cet acabit, The Vamp, devenant l'un des premiers sex symboles de l'histoire du cinéma et attirant tellement d'argent qu'elle permettra à William Fox de fonder la 20th Century Fox. Cléopatra fut l'un des tout premiers films à avoir été censuré massivement aux États-Unis. Des dizaines d'États l'ont interdit ou ont coupé certaines scènes, exigeant de retirer des baisers trop longs, des poses lascives et des regards dévoyés. Et avec l'arrivée du Code Hays, quelques années plus tard, ayant pour but d'imposer des lois strictes dans l'industrie du cinéma états-unienne, le film fut jugé trop obscène pour être diffusé et a complètement disparu de la circulation. En 1937, un incendie se déclara dans les entrepôts de la Fox. Les pellicules en nitrate d'argent prirent feu et avec elles, toute une partie du cinéma muet états-unien. Cléopatra fut détruit ainsi que l'écrasante majorité des films réalisés par J. Gordon Edwards. Depuis, quelques extraits ont été retrouvés, puis restaurés. On a aussi eu quelques photos et des documents, mais on n'a jamais retrouvé aucune copie intacte du film, malgré les recherches intenses qui ont été menées pour le retrouver. Ce qui est triste, c'est que J. Gordon Edwards et Teda Bara ont tous les deux été des grands personnages du début de l'histoire du cinéma, mais puisque la majorité de leurs travaux ont disparu, on les a oubliés. Dans la mémoire des cinéphiles, La Reine des Césars demeure une légende, le saint graal du cinéma perdu, une œuvre qui symbolise la grandeur, l'audace et la fragilité de cet art.
En 1926, Alfred Hitchcock, jeune réalisateur britannique de 26 ans, part tourner The Mountain Eagle dans le Tyrol autrichien. C'est seulement son deuxième film. Il accepte ce projet sans grande conviction, pour continuer à travailler après le succès relatif de son premier film. Le scénario ne vient pas de lui, il s'agit d'une adaptation d'un mélodrame situé dans les montagnes du Kentucky. L'histoire met en scène John Fulton, un ancien trappeur solitaire injustement accusé d'avoir séduit Béatrice, une jeune institutrice. L'accusation vient de Keane, marchand paralysé, jaloux et secret amoureux de Béatrice. Pour l'écarter, il fait accuser Fulton d'un crime qu'il n'a pas commis. Fulton fuit alors dans la montagne avant de revenir pour sauver Béatrice d'un village méfiant et violent. Le film se construit comme un drame de jalousie, de faux coupables et de retour vengeur, des thèmes que Hitchcock développera dans de nombreux films plus tard. Le tournage est très compliqué. L'équipe venue d'Angleterre se heurte à la météo, au brouillard, à la neige, à des vallées difficiles d'accès. Hitchcock parle à peine allemand. Il doit diriger les figurants autrichiens par gestes et dessins. La crise principale est capricieuse et méprise le jeune réalisateur. Elle ne comprend pas son personnage et s'ennuie. L'acteur principal, qui joue Fulton, râle face au froid et au chaos. Hitchcock essaye malgré tout de garder le contrôle. Il dessine ses plans à l'avance et impose une mise en scène précise, influencée par le cinéma expressionniste allemand. Le film sort discrètement à la fin de 1926, les critiques sont partagées, certains apprécient les paysages et l'attention, d'autres trouvent le film maladroit et confus. Le public ne suit pas, le film est distribué en Angleterre et dans quelques pays européens. Hitchcock garde un très mauvais souvenir de ce tournage. Il répétera souvent que The Mountain Eagle était le pire film qu'il avait jamais fait, et plaisantera beaucoup, prétextant qu'il était mieux que le film reste perdu à tout jamais. Après sa courte exploitation, le film fut archivé au British Film Institute, puis progressivement oublié. Pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui suivirent, il disparut. Aucune copie connue ne survit, ni en Grande-Bretagne, ni en Autriche, ni aux États-Unis. C'était un film muet tourné sur pellicule nitrate, hautement inflammable et instable. Et à partir des années 1960, des historiens du cinéma et des passionnés se mirent à rechercher The Mountain Eagle. On contacta les archives allemandes, les cinémathèques d'Europe de l'Est, d'Argentine ou de Russie. Rien. Le seul vestige retrouvé est un ensemble de 8 photos de tournage découverts au début des années 2000. On y voit quelques scènes, Fulton surveillant la montagne, Béatrice tenant un fusil, Keane confronté au village. Ces images laissent entrevoir un style visuel déjà fort, personnages isolés dans des cadres rigides, tension entre nature sauvage et communauté fermée. Au fil du temps, le film acquérera un statut mythique. C'est le seul long métrage perdu de toute la carrière d'Hitchcock. Certains pensent que The Mountain Eagle, même raté, contenait des idées que Hitchcock développera toute sa vie. La culpabilité injuste, la femme prise au piège, l'homme traqué, l'usage du cadre pour créer l'angoisse. L'absence de ce film fascine. Dans un monde où presque tout le patrimoine cinématographique est restauré ou visible, la disparition d'un titre signé Hitchcock a quelque chose de provoquant. The Mountain Eagle rappelle que le cinéma est fragile. Il suffit d'un incendie, d'un oubli ou d'un déménagement pour effacer un film à jamais. Et paradoxalement, c'est peut-être cette absence qui en fait un objet de culte. Les films perdus laissent la place à notre imagination. Tant qu'on ne le retrouvera pas, The Mountain Eagle continuera de planer comme une ombre sur la carrière du maître du suspense. Peut-être un jour, une copie réapparaîtra, et c'est aussi ce mystère qui maintient le mythe en vie. Alors là, on va parler d'un film très différent des deux autres que j'ai abordés dans cette vidéo. Ici, il ne s'agit pas d'un film qui a été diffusé en salle avant de disparaître, mais on parle d'un film qui n'a jamais été terminé. Et quand vous allez voir de quoi il parle, je pense que vous allez comprendre pourquoi. The Day the Clown Cried, réalisé par Jerry Lewis en 1972. Il s'agit d'un film parlant de gens qui ont été déportés dans des camps entre 1933 et 1945. Je vais faire beaucoup d'euphémismes et de périphrases durant cette section de la vidéo, j'espère que vous me pardonnerez, j'ai juste pas envie qu'elle se fasse démonétiser. Ce film met en scène un clown allemand contraint de distraire des enfants juifs dans un camp, joué par Jerry Lewis, acteur comique adulé, spécialiste des grimaces. Ce film a été tourné, monté en partie et conservé dans un coffre pendant des décennies. Il n'a pas disparu à cause d'un incendie, contrairement à La Reine des Césars ou à Mountain Eagle, il a disparu parce que son créateur en a eu honte. Jerry Lewis, dans les années 1960, était une immense star. Son duo avec Dean Martin a marqué les débuts de la télévision. Ses films cartonnaient, surtout The Nutty Professor et The Bellboy. Mais Lewis ne voulait plus seulement faire rire, il voulait prouver qu'il était un artiste complet. Il voulait être pris au sérieux. Alors, il devint obsédé par Chaplin et rêva, comme lui, de mélanger le rire et les larmes. C'est dans cet état d'esprit qu'il découvrit le script de The Day the Clown Cried. Le scénario a déjà beaucoup circulé et tous ceux qui l'ont lu l'ont rejeté. Le sujet était trop brûlant, mais Lewis y voyait une opportunité de se réinventer et de s'élever. Alors, il acheta les droits et réécrit certaines scènes, remania les dialogues et convainquit une équipe européenne de coproduire le film. Le tournage débuta en Suède, puis en Allemagne en 1972. L'histoire suit Helmut Dork, un clown ringard dans l'Allemagne. Autrefois célèbre, il est désormais moqué, méprisé et oublié. Enfermé dans un camp pour s'être moqué d'un certain peintre autrichien raté dans un bar. Là, il est humilié, marginalisé et traité comme un sous-homme. Dans sa cellule, il découvre un groupe d'enfants juifs détenus dans
une aile du camp. Il commence à leur parler, leur fait des grimaces, il les fait rire et lui-même se sent revivre. Pour la première fois, il se sent utile. Les enfants l'aiment, il rit malgré tout. Les gardes repèrent ce lien et ça va très mal se finir. Ils ordonnent à Helmut de continuer. Il deviendra alors leur amuseur officiel et fera rire les enfants avant leur transfert vers les chambres où ils seront tués. Cette idée, au départ, devait être une parabole puissante sur l'humanité. La culpabilité, la complicité passive, tout y est, mais dans la pratique, le résultat est plus que déroutant. D'abord parce que Jerry Lewis n'échappe pas à sa propre nature de comédien burlesque. Ses intentions sont bonnes, mais avec une direction artistique qui manque de rigueur, parfois incohérente. La gravité du sujet est contrebalancée par des scènes trop stylisées, trop sentimentales ou simplement déplacées. Le ton n'est jamais stable. C'est un film qui veut être à la fois la liste de Schindler et le Kid, et cela ne fonctionne pas. Mais le pire est ailleurs. Pendant le tournage, des tensions éclatent entre Jerry Lewis et ses coproducteurs. Il aurait modifié le scénario sans autorisation. Des scènes entières sont tournées en dehors du budget initial. Le studio Pinewood, censé acquérir le montage, suspend son contrat. Les scénaristes intentent un procès. Et au même moment, Lewis visionne les rushs et comprend l'ampleur du désastre. Ce qu'il voit à l'écran ne correspond pas du tout à ce qu'il avait imaginé. Il est terrifié par le résultat. Il décide d'abandonner le projet et refuse de terminer le montage. Le film est gelé, il en conserve une copie personnelle qu'il garde dans un coffre, refusant de la montrer à qui que ce soit. Au cours des années, le film devint une légende urbaine. Les rares photos du plateau montrent Jerry Lewis en costume de clown blanc au milieu d'enfants en pyjama rayé. Ces images suffisent à créer le malaise. Le simple contraste entre le maquillage de clown et la réalité du camp frappe fort. Rien que ça suffit de voir que le projet est allé trop loin. Ce projet, malgré son échec, a eu un impact profond sur la perception de Jerry Lewis. Il n'était plus seulement le clown jovial des années 50, il était désormais un homme hanté par une ambition tragique. The Day the Clown Cried a brisé quelque chose en lui. Il ne retrouvera plus jamais le même succès. Il deviendra plus discret, il se retirera du cinéma peu à peu. Lors de rares interviews, il refusera systématiquement de parler du film. Et la légende continua. Des chercheurs tentèrent de retrouver les bandes et on commença à penser que le film n'était peut-être pas un désastre, mais seulement un film inachevé, un témoignage maladroit mais authentique d'un homme face à l'horreur. Et en 2015, contre toute attente, Jerry Lewis accepta de donner une copie de The Day the Clown Cried à la librairie du Congrès à Washington. Mais il posa une condition. Le film ne pourra être montré en public qu'en août 2025. Jerry Lewis mourut en 2017 et depuis, le monde attend. Les archivistes ont confirmé que la copie existe, des lettres, des storyboards, des extraits de dialogue ont été également rendus publics, mais le film reste encore sous clé. On ne sait même pas si la version déposée est complète, on ignore dans quel état elle se trouve. Mais ce n'est pas ça qui est important, car The Day the Clown Cried est devenu bien plus qu'un film. C'est une question, un point de rupture, une frontière morale. Il interroge sur ce que le cinéma peut faire et ne pas faire. Il pose la question de la représentation de l'horreur, et aujourd'hui, le film est étudié dans les universités, il est évoqué dans les ouvrages sur l'Holocauste, il lance les documentaires et il a influencé des cinéastes comme Lars von Trier qui a avoué en être fasciné. The Day the Clown Cried était devenu une référence méta pour ce qu'on ne doit plus jamais faire, et pourtant tout le monde veut le voir, car on sent que, malgré son échec, ce film contient quelque chose de nu, de tragique, de sincère. Jerry Lewis, avec toutes ses limites, a voulu être témoin. Il a voulu raconter la déshumanisation en passant par le rire, non pas pour désamorcer, mais pour souligner l'horreur. Et c'est précisément cet échec qui rend le film unique. Après avoir entendu toutes ces histoires, ce serait facile de déprimer à cause du constat suivant. Tous les films du monde, même les plus aimés, les plus convoités et les plus importants de l'histoire, finiront par disparaître. C'est inéluctable, et l'évolution des technologies permettant de conserver les films ne font que repousser l'inévitable. Alors, à quoi bon faire des films si tout va disparaître ? Eh bien rassurez-vous, car j'ai déjà la réponse. Un élément important que j'aurais dû mentionner et qu'il est crucial de garder en tête est que beaucoup des films perdus que j'ai mentionnés dans cette vidéo ont connu une seconde vie sous différentes formes. Par exemple, La Reine des Césars, bien que le film ait disparu depuis presque 90 ans, il a alimenté tous les fantasmes des plus grandes personnalités du cinéma et tous les films produits par Hollywood sur Cléopâtre ont été inspirés par lui. Il a par exemple grandement influencé le film réalisé par Mankiewicz en 1963 qui est limite un remake tant il s'en est inspiré. Tout y est, les décors grandioses, le personnage de Cléopâtre femme fatale, les intrigues politiques avec Jules César et Marc-Antoine, et c'est aussi devenu un classique, un film très important de l'histoire du cinéma. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas le fait que les films puissent être immortels qui les rendent spéciaux. Les souvenirs qu'ils laissent en tête et les sentiments indélébiles qu'ils provoquent chez les spectateurs sont ce qui les rend uniques. Et c'est ça qui fait la vraie magie du cinéma. Voilà qui conclut cette vidéo. À force, vous devez connaître la chanson. Vous pouvez vous abonner, liker sa vidéo, la commenter et la partager autour de vous pour aider au développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes comptes TikTok, Instagram et à ma chaîne secondaire sur lesquelles vous retrouverez des interviews de célébrités du cinéma. Sans oublier Bond Mort, mon propre projet littéraire en pleine expansion, racontant les histoires de Klaus, un jeune homme qui, comme les gens qui recherchent
recherche les films perdus de l'histoire du cinéma, arpente un monde étrange à la recherche de reliques disparues. C'est que des bonnes choses, alors ça devrait vous plaire. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. On se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos, juste ici, sur l'Archevêque.